de Paris et de Marseille. Et face à vous, il y a Paola Arpens, co-chef de file La France Insoumise pour les municipales à Marseille. Plusieurs thèmes que l'on va évoquer durant cette demi-heure que l'on va parler ensemble. Le premier thème, c'est l'interview ce matin de Benoît Payan, maire de Marseille, toujours pas candidat à sa succession. Il était l'invité de BFM Marseille-Provence. Il a évoqué plusieurs thèmes. Vous allez nous dire ce que vous avez pensé de cette interview dans un instant. Le deuxième thème, c'est cette question. Sébastien Delogu est-il allé trop loin ce week-end, samedi soir à Marseille, lors de son premier meeting de campagne? Il a prononcé ses propos. La police tue. Est-ce qu'il est allé trop loin selon vous? Vous allez nous dire ce que vous en pensez dans un instant. Et puis le troisième thème, c'est cette expérimentation qui a lieu en ce moment dans 3 collèges de notre département pour limiter l'utilisation des portables à l'école. Vous allez nous dire là aussi, ça fait sens pour vous cette expérimentation. C'est le troisième thème. Les tchatcheurs, c'est parti. C'était ce matin à 8h30 sur notre antenne BFM Marseille-Provence. Le maire de Marseille, Benoît Payan, interviewé par Fabio Marletta. Que doit-on retenir de cette interview, Thomas Bernabé? Oui, le non-candidat Benoît Payan, qui ne souhaitait pas commenter l'actualité politique, a tout de même commenté une actualité politique forte, forcément. Pendant près de 26 minutes, il est d'abord revenu sur la sortie de Sébastien Delogu lors de son meeting de samedi dernier à Marseille. Le candidat LFI qui a affirmé « la police tue ». Pour le maire de Marseille, un candidat à la candidature de la 2e ville de France, ne devrait pas dire ça. C'est tort de propos, a-t-il estimé. Toujours au sujet des élections municipales à venir, il n'a pas mâché ses mots concernant ses possibles opposants. J'ai l'impression que les candidats sont en roue libre. Écoutez-le. Je vois des gens qui veulent devenir maire de Marseille et qui n'ont qu'une seule obsession, qu'ils soient sur ma droite, sur ma gauche. Leur seule obsession, c'est de diviser la ville, c'est de la morceler, c'est de mettre d'un côté les gens des quartiers nord, la police, ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, ceux qui mangent du couscous, ceux qui mangent de la choucroute. Enfin, on est où là ? Enfin, interrogé par le dernier sondage publié par la Provence et Sud Radio et qui le place en tête, Benoît Payan préfère rester prudent. Il n'a pas souhaité commenter les chiffres, expliquant se focaliser plutôt sur le fond que sur la forme. Merci beaucoup Thomas, voilà ce que l'on peut retenir et on retiendra donc ce premier interview de Benoît Payan, la première fois que vous l'avez entendu lancé par Thomas Bernabé. Eh bien il disait qu'il y a beaucoup de candidats à Marseille et que finalement pour lui c'est compliqué de faire 2 métiers à la fois, c'est-à-dire d'être candidat, de mener une campagne et de continuer à travailler. On comprendra évidemment que c'est Martine Vassal entre autres qui est ciblée, mais pas que. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que quelqu'un qui a un métier précis comme présidente du département ou bien de la métropole peut faire campagne en même temps? Sébastien Delogu également, il est député, est-ce qu'il peut faire campagne? Est-ce que finalement, il y a le temps pour faire les deux? On va commencer avec vous, Paola. Bon, déjà, je trouve ça un peu ambigu quand il dit qu'il ne fait pas du tout campagne. On a quand même vu toutes les affiches partout, 5000 logements, etc., tout ce qui a été fait. On a vu qu'il y avait une enquête populaire aussi qui avait été lancée par le Printemps marseillais. Donc, je trouve pas ça hyper clair. Après, l'idée de faire campagne quand on a un métier, bon, Sébastien Delogu, il n'est pas tout seul. Il a une équipe, il a des militants. Nous, militants, on a aussi des métiers, c'est vrai, mais à côté, on milite et on fait campagne, et on fait le programme, et on fait du porte-à-porte, et on va tracter. En fait, on n'a pas le choix. Donc, oui, à un moment, il faut se lancer. Et c'est un peu facile, je trouve, de rester en retrait des débats, des polémiques, en disant « Ah ben non, moi, je peux pas faire campagne parce que je travaille. » Mais comment on fait, nous, du coup, pour discuter des sujets? Enfin, je pose la question à Besma, on peut faire les deux à la fois ou pas? Ah ben s'il vise Martine Vassal dans ces propos-là, moi ce que je pourrais répondre à monsieur le maire, c'est que lorsqu'on est une femme, on peut faire même 3 choses en même temps. Donc on est capable de mener une campagne et de travailler également. L'un n'empêche pas l'autre. Donc pour vous, le fait qu'il soit, vous dites qu'il est candidat sans que ce soit officiel, est-ce que ça pose problème, cette ambiguïté à quelques mois des municipales? Moi, ça me pose pas de problème dans le sens où on le sait très bien qu'il va être candidat et qu'en effet, il est encore maire de Marseille, donc il fait son travail. Mais nous dire qu'on ne peut pas faire campagne et travailler en même temps, c'est assez problématique puisque en réalité, je vais pas dire que c'est la même chose et que c'est le même travail, mais presque. Paola, quelle lecture vous en faites qu'il soit finalement toujours pas candidat? Est-ce que vous pensez qu'il y a une stratégie derrière? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense qu'il y a une attente de voir les positionnements, de voir les alliances qui se créent, de voir un peu comment ça se profile. Mais à un moment, il va falloir sortir du bois. Parce qu'en fait, nous, on va y aller. On a fait notre meeting, il y avait quand même plus de 1000 personnes. On a montré qu'on savait rassembler et des habitants et des partenaires. Et là, à la rentrée en janvier, on va sortir notre programme. Et en fait, si on peut pas discuter avec notre maire des propositions qu'on a, des constats qu'on a. Parce que quand M. Payan dit oui, on parle que de moi, non, on s'intéresse pas que à M. Payan. Nous, on a fait 200 auditions. On était plein de militants à travailler dessus. On a envie de discuter du fond. Donc, on l'attend là-dessus. C'est ce qu'il a dit à demi-mot.
je ne sais plus quel terme il a utilisé exactement, mais en gros, Sébastien Delogu est obsédé par moi. Ouais, je trouve ça super méprisant de dire ça. En fait, Sébastien Delogu, il a autre chose à faire que d'être obsédé par Monsieur Payan. Il a dit qu'il ferait mieux s'occuper du Rassemblement Rassemblement National. Je crois même qu'il a été un peu plus loin. C'est que il a même dit que tous ses opposants n'étaient obsédés que par lui. Et non, en fait, quand on regarde nous le meeting qu'on a fait, on n'a pas parlé que de Monsieur Payan, on n'a pas parlé que du printemps marseillais, on a parlé de la lutte contre l'extrême droite, on a parlé de nos propositions, on a esquissé quelques mesures du programme et les axes principaux. Enfin, c'est pas vrai en fait. Vous l'avez trouvé comment, d'une manière générale, Besma, durant cette interview ? Alors, moi, j'ai apprécié dans son interview qu'il ne se base pas sur les statistiques, parce que je partage complètement sa position lorsqu'il a répété à 2 ou 3 reprises qu'on ne pouvait pas se baser sur les chiffres, que pour lui, les statistiques... Vous parlez, parenthèse, du sondage qui est paru exactement, vendredi, parce qu'à plusieurs reprises, qui le donne en tête. Voilà, à plusieurs reprises, on lui a présenté les statistiques, et lui, il a dit voilà, que les statistiques étaient relatives, qu'il ne fallait pas se baser sur ça, et que si vraiment il le voulait, d'ailleurs, il était en tête, et que ça pourrait le conforter. Donc moi, sur ce point-là, je le rejoins. Et sur le fait qu'ils disent qu'il est encore au travail, bon, je le rejoins aussi. Il est maire de Marseille, il doit montrer ce qu'il accomplit comme tâche. Mais par contre, ce que j'ai le plus apprécié, c'est sa comparaison avec alors c'était couscous et choucroute. J'ai trouvé ça assez révélateur du niveau des débats en ce moment. Donc j'ai bien apprécié. C'est-à-dire une forme de communautarisme, on parle trop de ça selon vous ? Disons, je pense qu'à Marseille, on a des beaucoup dit, il ne faut pas diviser, mais finalement, vous avez l'impression qu'il le fait en ayant ses propos ? Non, pas du tout. C'est que à Marseille, on a des problèmes qui sont beaucoup plus graves que le fait d'aller manger du couscous ou de manger de la choucroute. Donc que ce soit lui ou les autres d'ailleurs. Sachant qu'on mange pas beaucoup de choucroute à Marseille. Absolument. Donc voilà, j'ai trouvé cette petite référence assez représentative du niveau, en tout cas pour l'instant, des débats politiques. Et ce niveau, vous le qualifiez de quoi ? Bas de gamme ? Insuffisant. Très insuffisant pour l'instant. Paola, d'une manière générale, l'interview, vous en avez pensé quoi ? Qu'est-ce qui ressort pour vous ? Je l'ai trouvé méprisant. Je l'ai trouvé franchement méprisant à l'égard de tous ces candidats et particulièrement à l'égard de Sébastien Delogu. Et je trouve que c'est compliqué quand il dit sur son bilan, nous on a recousu la ville, tous mes candidats cherchent à diviser la ville, à cliver. Non, en fait, il a répondu à des attentes d'une certaine partie de la ville. Il n'a pas répondu aux attentes d'autres personnes, notamment dans les quartiers, mais pas que. Nous, on l'a vu dans nos auditions. Il y a des déceptions sur la démocratie, sur le logement, sur l'écologie. Enfin, on en parlera peut-être plus tard. Donc en fait... on ne peut pas juste dire, dès qu'on émet une critique sur les 6 dernières années, que c'est cliver, que c'est faire le jeu du RN, parce que sinon on ne dit plus rien en fait. Donc on ne peut pas museler les autres partis comme ça, et on a envie vraiment de pouvoir débattre du fond avec lui. Il a dit mon seul adversaire c'est le RN, et on voit très bien que d'une manière générale il se présente comme le candidat du rassemblement, il fustige les autres candidats, il les dénonce comme les candidats qui vont diviser la ville. Il a dit à plusieurs reprises, pour moi il n'y a qu'une Marseille, alors que pour certains il y en a 2. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Non, je suis pas d'accord. En fait, pour Sébastien Delogu, pour la France insoumise, qui peut être visée dans ce sens-là de temps en temps, on dit de la France insoumise qu'elle peut s'occuper que de certains quartiers, notamment des quartiers nord de Marseille. Est-ce que c'est le cas ou pas ? Est-ce que vous vous sentez visé quand il parle de ça ? Non. En fait, évidemment qu'il nous vise quand il dit ça, mais c'est pas vrai. En fait, on fait pas que campagne pour les quartiers. C'est une priorité parce qu'ils ont été largement abandonnés sur énormément de sujets. Donc évidemment, c'est une priorité. Mais les mesures qu'on porte, elles parlent à tout le monde. Et d'ailleurs, dans le meeting, il y avait de tout. C'était la mixité. Après, dès qu'on a une position radicale, on dit que ça clive, alors qu'en fait non. Une position radicale, c'est revenir à la racine du problème d'une part, et c'est ne pas changer de cap face au problème. C'est un moment, on tient une position, on la maintient, et c'est comme ça qu'on va faire l'adhésion des gens et des habitants. Besma, il rassemble selon vous ? Il a un potentiel pour rassembler, Benoît Payan ? Sur le principe, quand on a une élection, on a forcément un gagnant et un perdant. Donc si on a des perdants, c'est qu'on a des personnes qui sont contre le gagnant. Donc rassembler, on ne peut pas rassembler tout le monde, c'est pas possible. C'est la majorité qui l'emporte. Donc moi, je ne partage pas du tout sa position lorsqu'il dit qu'on cherche à diviser. Il y a des partis, chacun défend ses idées. On ne pourra pas rassembler tout le monde sur tous les sujets, c'est pas possible. Le deuxième thème, on va passer au deuxième thème. C'était samedi soir à la Belle de Mai, le premier meeting de campagne du candidat au municipal, à l'élection municipale de Marseille, Sébastien Delogu, un des chefs de file de la France insoumise. C'est parti. C'est ces propos qu'il a prononcés samedi soir qui ont été repris à peu près partout, qui ont beaucoup fait polémique, qui ont choqué certains. Il a dit « la police tue » dans un contexte bien précis. Je vous propose de l'écouter, c'était samedi soir à la Belle de Mai. Parce que oui, c'est vrai, ça les fait criser quand on dit que la police tue. Mais la police, elle a tué son frère. Donc il ne faut pas l'oublier.
Alors, vous l'avez entendu dans un contexte bien particulier. Il parlait d'une affaire en particulier, mais d'une manière générale, il a toutefois prononcé ces mots et on sait qu'il a eu à plusieurs reprises des termes qui allaient dans ce sens concernant la police. Est-ce qu'il est allé trop loin selon vous, Paola? Vous allez me dire non, mais les propos ont été tellement repris que est-ce que vous attendiez à ça? Bon, oui, on s'attendait à ça, parce que c'est toujours pareil. Ça veut dire quoi, qu'il a fait exprès? Non, c'est pas fait exprès. On invite Assa Traoré qui vient. On est obligé de revenir sur ce qui s'est passé. On va rappeler les faits. En 2016, son frère a été tué par des gendarmes après interpellation. Il y a eu ça. Et après, en 2024, ça s'est soldé par un non-lieu. Donc, quand M. Alizio pose plainte et qui dit contre M. Delogu, oui, en fait, c'est de la diffamation parce qu'il y a eu un non-lieu. Un non-lieu, ça ne veut pas dire que les gendarmes sont innocentés. Ça veut juste dire que la justice n'a pas assez de preuves pour aller jusqu'au procès. Donc déjà, ça, c'est important. Et ensuite, quand on revient sur l'affaire, il faut plonger dans cette enquête. Il faut voir ce qui s'est passé. Adama, il se fait arrêter à 17h et à 19h, il décède. Donc je veux bien qu'on dise qu'il y a eu un coup de chaud à ce moment-là, mais qu'on rappelle aussi qu'il y a eu un plaquage ventral, qu'il y a eu un évanouissement, que Adama Traoré a dit « je ne peux plus respirer », qu'on ne l'a pas mis en PLS et qu'il a été menotté tout du long jusqu'à ce que les secours arrivent. Alors, sur les faits, il n'y a pas de question à se poser. En revanche, c'est sur le contexte et l'utilisation de ces faits que ça peut poser question. Besma, vous en pensez quoi? Est-ce qu'il est allé trop loin? Alors moi, je vais garder ma casquette d'avocate. Juridiquement, le fait qu'on ait un signalement qui soit fait au parquet par rapport aux propos qui aient été tenus, c'est une compétence qui est prévue par l'article 40 du Code de procédure pénale, qui est de la compétence des élus. Donc qu'il fasse un signalement, ça fait partie de son pouvoir, ça me choque pas. Par contre, après, il faut qu'on revienne aux règles de droit, parce que c'est vrai qu'on en parle partout, c'est repris partout, ça en choque certains, ça en choque pas d'autres. Maintenant, est-ce que juridiquement, on peut tenir de tels propos ou pas? On a l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme qui nous dit qu'on bénéficie de la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est quoi? C'est aussi la liberté, ça relève de la liberté d'opinion. L'opinion politique est un droit. Lorsqu'on use de son opinion politique, on peut, je vais pas dire ce qu'on veut, mais quasiment dire ce qu'on veut. Donc là, venir dire la police tue de manière générale, si on reprend que ce passage-là, ça relève de la liberté d'expression. Donc pour moi, c'est pas pénalement punissable, on va dire. Par contre, là où ça peut devenir problématique, c'est lorsqu'on la rattache, cette expression, à une affaire juridique. Là, le fait de rattacher ça à l'affaire d'Adama Traoré, on peut se poser la question, est-ce que ça va tomber sous le coup de la diffamation ou pas? La diffamation, c'est lorsqu'on porte une atteinte, lorsqu'on va tenir des propos qui vont porter atteinte à l'honneur d'une personne. Donc là, pour que ça puisse être caractérisé, il faut qu'on ait un fait précis et que ce fait précis vise une personne précise. Est-ce que c'est le cas là, dans cette affaire-là? Pas vraiment, parce qu'on n'a pas des faits précis qui sont décrits, même si tout le monde connaît l'affaire d'Adama Traoré. On n'a aucun agent qui est identifiable par son nom, son prénom. On vise la police, qui est une institution globale. Mais une institution globale, c'est pas un sujet de droit. Donc, ça, c'est juridiquement. Donc, est-ce qu'on peut retenir la diffamation? Dans le cas d'espèce, je ne pense pas que le procureur va poursuivre. Donc, on peut dire que pénalement, c'est pas condamnable, même si juridiquement, c'est très maladroit. Alors, on sent vraiment l'avocate qui parle avec tous ces détails. Pour prendre un peu de recul, il y a deux choses. Il y a ce leitmotiv qui revient souvent dans les paroles, dans les propos de Sébastien Delogu. Il y a certains qui l'accusent de focus, ce qu'on appelle un focus, c'est-à-dire prendre des histoires, se focaliser sur certaines affaires. Alors, les violences policières, on ne va pas le nier, ça existe. Il y en a des faits qui ont été prouvés devant la justice. Il y en a, mais il y a aussi le fait de se servir d'histoires pour faire des généralités. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que c'est dangereux de faire ça, surtout à Marseille ? Mais c'était pas une généralité. Enfin, après, si on prend que le passage où il dit la police tue, oui, mais là, il dit la police a tué son frère. Comment on peut pas rappeler ça? Comment on peut pas... Enfin, cette formulation, elle est choquante, mais c'est la situation qui est choquante. Et sur la police en général et les affaires policières, vous avez fait des précisions très importantes sur le droit. On peut aussi parfois questionner la légalité et la légitimité. Il y a des choses qui sont légales, c'est-à-dire en accord avec le droit. Il y a des choses qui sont légitimes. Et dans la question des violences policières, ça se pose. Par exemple, il y a plein d'affaires où en fait il y a eu des dysfonctionnements dans la justice. On peut rappeler par exemple l'affaire de Souheil El Khalfaoui qui est mort en 2021 où on a 9 preuves à conviction qui ont disparu.
Et après, 3 jours après, ça a été médiatisé. On a d'ailleurs notre député Manuel Bompard qui avait fait une question au gouvernement. Elles ont réapparu. C'est compliqué dans ces cas-là de faire confiance à la justice. Et c'est pas. Et nous, on défend évidemment la justice, c'est un service public, mais parfois, il faut pointer ces dysfonctionnements. Et pour aller plus loin, vous pointez les dysfonctionnements. Donc évidemment, il y a des idées, il y a un parti, il y a la France insoumise, mais derrière ça, il y a des propositions. C'est-à-dire que vous voudriez changer les choses, et notamment en ce qui concerne l'utilisation des armes chez les policiers. Vous avez beaucoup de propositions pour changer. Lesquelles de propositions? Nous, on a une vision. On aimerait, en fait, la police, c'est une institution, on le défend. Vous voudriez qu'elle ne soit pas armée? Bien sûr, on veut la refonder de la cave au grenier. Il y a la police nationale, il y a la police municipale. Nous, on pense que la police municipale ne doit pas être armée d'armes létales, c'est-à-dire pas de flashball, pas d'armes à feu. Et on veut, parce qu'on considère qu'elle a des missions de tranquillité publique, donc c'est-à-dire de la médiation, des incivilités, de la nuisance, et on veut du coup en échange qu'il y ait davantage de moyens donnés à la police nationale pour faire ses missions régaliennes, notamment de lutte contre la criminalité organisée, des enquêtes, notamment plus de moyens pour la police judiciaire. Donc c'est cette complémentarité qui pour nous est importante, et donc oui, la police municipale ne doit pas être armée létalement, et c'est le cas pour 42% de policiers municipaux en France. C'est pas, et vous dites la police nationale peut être armée, en revanche il faut encadrer l'utilisation de ces armes, mieux former les policiers. Qu'est-ce que vous dites à ce niveau-là? Oui, bien sûr, plus de formation à l'égard de la police et de la gendarmerie, mais aussi pas que sur l'encadrement des armes, aussi sur les luttes contre les VSS, aussi sur la discrimination. Il y a un besoin de formation et il y a aussi un besoin d'indépendance. Nous, c'est vrai que d'avoir l'IGPN sur la police ou l'IGGN pour les gendarmes qui sont en charge des enquêtes en amont alors qu'ils font... Enfin, ils sont des organes internes à la police, ça questionne. Et c'est une vraie problématique dans toutes les enquêtes de violences policières. Besma Maghrebi, de ce que vous voyez au quotidien dans les tribunaux, que ce soit à Paris ou à Marseille, est-ce qu'il y a un problème avec la formation des policiers dans ce qui concerne notamment l'utilisation des armes? Est-ce que vous, personnellement, vous l'avez constaté? Alors, moi, au regard de mon expérience professionnelle et qui ai eu à défendre des personnes qui ont été victimes de violences policières, on a des dérapages, on a des choses graves qui se passent, qui ne font pas forcément toujours la une des médias, pas qu'à Marseille. Des dérapages en ce qui concerne l'utilisation des armes? Sur l'utilisation des armes, sur même la violence de la police. Discrimination aussi? La discrimination, on en a. Moi, j'ai déjà vu des jeunes qui ont été frappés de manière totalement illégitime dans des cellules de garde à vue, où j'ai eu à le dénoncer d'ailleurs moi-même au procureur, à l'IGPN. Enfin, on voit des choses qui sont vraiment à cause de quoi? De leur origine? À cause d'un mot déplacé, à cause d'un regard pas très agréable. Enfin, des fois, on a des... Alors, il faut pas généraliser. Le mal est partout, le bien est partout. Et on rappelle qu'il y a beaucoup, évidemment, on parle de ça, mais il y a énormément et quasiment, on pourrait faire plus de 90% de policiers qui sont géniaux et qui assurent la sécurité au quotidien. On le rappelle, c'est important d'équilibrer. Voilà, il faut absolument pas généraliser. Bien sûr, on a besoin de la police. La police, elle est quand même là pour assurer notre sécurité, pour assurer la sécurité des Marseillais, même des Français en règle générale. Donc, c'est important, mais c'est parce qu'elle est là pour assurer la sécurité qu'elle ne doit pas déraper et qu'il ne doit pas y avoir des faits comme ceux que l'on voit, des faits de violence policière, parce qu'ils doivent préserver cette confiance que les citoyens doivent avoir à leur égard. Et c'est vrai que, en tout cas, moi, il suffit d'aller en comparution immédiate dans les tribunaux, vous asseyez, vous passez une après-midi, il y aura forcément une affaire. Et peut-être, pardon, juste pour ajouter, c'est vrai qu'il ne faut pas généraliser, mais ce n'est pas des cas isolés non plus. On a quand même été épinglé 3 fois par les Nations Unies, notamment en 2024 par une enquête indépendante, parce qu'on était le pays en Europe qui a le plus de morts et de blessés liés aux forces de l'ordre. Dans les manifestations notamment, avec des techniques de manifestation qui diffèrent selon les pays. Qu'on utilise pour instrumentaliser ou quoi, c'est une réalité qu'il faut quand même rappeler. On a aujourd'hui des personnes qui sont en situation de handicap à la suite de manifestations parce qu'ils auront été blessés par les forces de l'ordre. Dont un cas à Marseille sur le cours Lyoto, on s'en rappelle. Ouais. On va écouter ce que pense à ce niveau-là Benoît Payan, le maire de Marseille, interviewé ce matin en ce qui concerne les propos de Sébastien Delogu. Écoutez-le. Je crois que vouloir dire et vouloir raconter pour un candidat à la ville de Marseille, candidat dans la 2e ville de France, que la police tue et qu'elle ne fait que ça, c'est non seulement une erreur, mais c'est aussi une faute morale. Bien sûr qu'il y a des drames qui sont liés à des affaires, notamment avec la police. Bien sûr que je connais moi-même des familles qui ont été endeuillées parce que, en effet, il y a eu des tirs de la police nationale. Mais dire que la police tue, réduire la police nationale à ça, c'est quand même hors de propos. Hors de propos pour terminer sur ce thème.
Non, mais pardon. Oui. Oui, vous. Non, mais en fait, c'est Monsieur Payan, il a peur des mots, en fait. Et donc là, encore une fois, il est dans la demi-mesure et dire c'est hors de propos et on peut pas le dire dans ce cas-là, alors que si, dans le cas d'Adama Traoré, évidemment qu'on peut le dire. Et voilà, on va pas rappeler sur le génocide, mais c'est la même chose. Monsieur Payan n'utilise jamais le mot génocide pour parler de ce qui se passe en Palestine. Et donc, il y a toujours cette demi-mesure parce que c'est comme ça qu'il pense recoudre la ville, alors qu'en fait, non. Il y a la moitié des gens qui l'écoutent pas et qui souffrent par ses propos parce que c'est ignorer, en fait, une réalité. Merci. Vous voulez rajouter quelque chose ? C'est pas pénalement condamnable, c'est juridiquement imprudent. Merci beaucoup. C'est le troisième thème. C'est le moment des 60 secondes pour convaincre. On va parler des portables chez les jeunes. C'est parti. Il y a une expérimentation qui est en cours en ce moment dans notre département du 13. Regardez sur cette carte ce que ça donne. Ça se passe à Marseille, à Aix-en-Provence également. 3 collèges dans lesquels une expérimentation a lieu pour limiter l'utilisation des portables au collège. Il s'agit d'une pochette électronique. À l'intérieur, les enfants mettent leur portable. On la voit cette pochette. Il y a des capteurs et lorsqu'ils franchissent la grille du collège, eh bien, on ne peut plus utiliser le portable. Voilà, on imagine que c'est une petite pochette qui a coûté un certain nombre d'euros à mettre en place. C'est l'objet du 60 secondes pour convaincre. On va commencer par vous, Paola. Comment peut-on faire pour limiter l'utilisation des portables au collège ? C'est parti, vous avez 60 secondes pour nous donner votre avis. Bon, c'est déjà en cours là, dans les écoles et les collèges, cette limitation. C'est difficile à faire respecter. Là, on voit que Macron veut le faire au lycée. Et là-dessus, il y a beaucoup de réticence parce que, en fait, on n'a pas forcément les moyens de faire respecter. En plus, on voit que c'est parfois un outil pédagogique. Pour l'autonomie des élèves, c'est pas hyper intéressant. Au lycée, il y a des gens qui ont quand même entre 15 et 20 ans. Donc, est-ce que c'est vraiment ça la priorité dans les écoles ou est-ce que c'est un peu un nouveau sujet pour nous enfumer sur les véritables problèmes ? C'est un peu ça que j'ai envie de répondre concernant cette problématique. Voilà, vous avez laissé un peu de temps à Besma, c'est votre tour. On rappelle qu'il y a l'Australie qui, à partir d'aujourd'hui, interdit l'utilisation du portable aux moins de 16 ans. Donc on en parlera dans un instant. Et des réseaux sociaux, surtout, est-ce qu'on va en arriver là ? C'est votre tour des 60 secondes pour convaincre Besma, allez-y. Alors moi, je suis totalement pour cette expérimentation lorsqu'on voit le fléau du cyberharcèlement dans les écoles, lorsqu'on voit les problèmes que cela cause aux élèves. Donc mettre en place des mesures qui vont permettre d'éviter aux élèves de pouvoir jouer avec leur téléphone, de pouvoir être distraits, de pouvoir harceler leurs camarades et essayer de lutter contre ce fléau. Moi, je pense que c'est une excellente idée. C'est d'ailleurs déjà mis en place dans plusieurs écoles. Maintenant, l'éducation relève de l'État. Moi, j'invite l'État à peut-être financer des casiers dans tous les collèges pour que chaque élève ait son casier dans lequel il pourra mettre son téléphone. Il ramènera son petit cadenas, il le fermera et ça réglera le problème. Et merci beaucoup Besma. Et l'interdiction de l'Australie, c'est pour les réseaux sociaux parce que ça, c'est un problème. On entendait une surveillante ou une professeure dans un des collèges où est menée l'expérimentation ce matin. Vous parlez de harcèlement, évidemment, c'est un gros problème, c'est un fléau. Mais il y a aussi la sociabilité. Et la surveillante nous disait aujourd'hui à la récréation, les élèves ne se parlent pas, ils sont sur un banc, ils regardent les réseaux sociaux sur le portable. Au-delà des problèmes graves que sont celui du harcèlement ou autre, il y a ce problème de la sociabilité et d'une génération qui est en train de changer parce que finalement, elle n'arrive plus à communiquer. Ça, comment on peut faire ? Est-ce que c'est à l'État de prendre en charge ? Est-ce que c'est aux collectivités de mettre des lois dans les collèges ? Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité de la famille aussi ? Vous en pensez quoi ? Je pense que la responsabilité est multiple. C'est à la fois les parents et à la fois au niveau de l'école. C'est pour ça qu'il est important de mettre en place cette mesure parce qu'on voit bien que les enfants ont... Après, ce qu'il faut savoir, c'est que la dépendance au téléphone est aussi un problème. C'est tomber addict de son portable, c'est une maladie. Donc, aider les jeunes à apprendre à se détacher de cet outil pour pouvoir se concentrer, pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions, pour pouvoir avoir des relations et interagir avec leurs camarades, c'est important. Et après, il y a le problème de quand ils rentrent à la maison, est-ce qu'on leur laisse leur téléphone, est-ce qu'on leur laisse pas le portable ? Là, c'est un autre problème aussi. Sur cette interdiction ? Je trouve, en fait, je pense que ça dépend des âges et je trouve le côté interdiction étrange. En fait, il faut une éducation au numérique parce que c'est le côté d'addiction qu'il peut y avoir avec le téléphone. On l'a pas que quand on est jeune, on l'a aussi quand on est adulte. Et à un moment, il faut que les jeunes puissent gagner en autonomie pour être un peu plus indépendants et savoir comment utiliser leur téléphone. Et pour ça, peut-être plus des moyens d'encadrement. En fait, il y a quand même une problématique dans les écoles par rapport à l'encadrement sur la pause du déjeuner ou après l'école. Peut-être que là, ou même pendant la récréation haute, il peut y avoir peut-être plus de présence humaine pour surveiller davantage, s'il y a des problèmes de liens sociaux entre les jeunes, proposer des activités, profiter de ces temps-là pour en faire un temps éducatif riche pour tout le monde, plutôt qu'une interdiction un peu abrupte qui va être
très difficile à mettre en œuvre, surtout au lycée, par exemple. Et au-delà Ouais, des mais interdictions, ils n'auront pas les moyens de pouvoir être derrière tous les élèves et les surveiller pour même les éduquer à l'usage des écrans. Ça me paraît compliqué. Je pense qu'ils ont eu recours à l'interdiction parce que en tout cas au niveau de l'école, c'est ce qui serait le plus simple. On Ouais, mais interdit s'il y les avait- téléphones, on encadre Ouais. avec l'utilisation des tablettes déjà en classe. Et ça me paraît compliqué de pouvoir être derrière chaque élève, sauf si on met en place des Non, mais cours d'éducation. et il y a à déjà des l'usage mesures écrans. pour les interdire. Et on voit que ça Voilà. ne fonctionne pas. Ouais, mais je pense que l'idée, c'est pas forcément d'avoir une présence humaine pour aller poursuivre tout le monde qui utilise son téléphone, mais plus une présence humaine dans les temps de récré ou autre, pour plutôt proposer d'autres activités, être davantage présent, enfin voir comment on peut faire. Mais Dans les mais collèges. Le fond du l'interdiction problème, pure et dure, l'interdiction, vous n'êtes pas pour. Le fond du problème, selon vous, c'est le fait qu'il y ait des portables autorisés à l'école, ou c'est la place qu'a pris le portable dans nos mondes, dans nos vies. On parle beaucoup d'éducation et finalement, on sait que la seule qui marche, c'est l'éducation par l'exemple. Et est-ce que des parents, finalement, qui passent leur vie à regarder leur portable, c'est le bon exemple à donner aux enfants? Est-ce que c'est pas ça le véritable problème et que finalement, c'est un peu que la conséquence, le portable dans les récréations? Qu'est-ce que vous en pensez? On a des parents qui sont pas sur leur portable et pourtant on a des enfants qui sont addicts aux écrans. Le problème, c'est qu'on tombe très vite, les enfants, plus ils sont jeunes et plus ils tombent vite dans l'addiction. C'est pour ça qu'on a des préconisations au niveau du ministère de la Santé qui conseillent de ne pas laisser les enfants âgés de moins de, je crois que c'est 6 ans, utiliser des téléphones, avoir l'usage de ce portable parce que c'est très rapide. Le C'est pas ministère parce que- recommande pas d'écran avant 3 ans. Ouais, pas d'écran avant Zéro 3 ans écran, et même ni télé, ni tablette, il ni est rien. limité à partir de donc ça montre bien que c'est pas que les parents le problème. C'est le portable, c'est les écrans. Paola, pour Oui, terminer? Non, mais c'est vrai, je pense qu'effectivement, il y a quand même quelque chose de plus systémique qui dépasse le côté école. Et du coup, c'est pour ça que je trouve ça étrange qu'on emmène cette problématique-là dans les écoles. Et alors qu'en fait, il y a 10 000 autres problèmes dans les écoles, que ce soit l'état des écoles, que ce soit le taux d'encadrement qui manque, que ce soit la qualité de la cantine, que ce soit le problème de la carte scolaire. Enfin, il y a plein d'autres choses dont on a envie de parler de l'école. Et là, du coup, ce sujet-là prend de la place. C'est pas un parce que- sujet, mais c'est moi- un parce que sujet Monsieur secondaire Macron- pour vous. Bah oui, par rapport C'est pas à la tout ce qu'il y a priorité. et l'urgence qu'il y a à l'école, évidemment, c'est un sujet secondaire et Monsieur Macron sait manier ça très habilement et il va lancer une grande mesure comme ça. On va interdire les téléphones au lycée pour que tout le monde Ouais, en parle. C'est quand même un sujet. Ouais, Et- non, moi, sur ce point-là, je suis pas d'accord quand on sait à quel point les téléphones sont un outil du cyberharcèlement, vraiment. Et ça, c'est un fléau parce que c'est Ouais, mais quand il y a ils de sont la dans les cours de prévention aussi à faire quand par ils sont rapport dans- au cyberharcèlement. Ouais, mais si la prévention Mais- suffisait pour éviter et à Oui, c'est éliminer vrai. l'harcèlement et le Ouais, cyberharcèlement, on aurait plein d'enfants qui se suicideraient pas, on aurait plein d'enfants qui seraient pas malades, on aurait plein de procédures qui n'existeraient pas. Aujourd'hui, le cyberharcèlement, c'est vraiment un fléau dans les écoles. Donc si enlever les téléphones permettent d'éviter à Mais ce ça que les continuera élèves après l'école. oui, mais au moins quand ils sont à l'école, ils sont dans un espace qui est censé être sécurisé, ils sont sous la responsabilité Moi, de je pense aussi que quand l'établissement. les gens seront pas Et face si à on peut face, c'est éviter, que ça serait, j'imagine quand même que ça va continuer après. Les gens, il y a aussi du cyberharcèlement. Une fois qu'on n'est pas face à face, on va continuer chez soi. Et si j'ai envie Mais c'est sur d'harceler ça où il quelqu'un, faut je le les ferai, c'est quoi. sur là, Et c'est là où on va il laisser, faut éduquer on a terminé. et leur apprendre à dénoncer. On éduque, on légifère et on termine sur le mot de la fin qu'on va laisser à Chantal. C'est une téléspectatrice qui vient de nous écrire. Elle nous dit par rapport à la question du portable, il faudrait aussi former les parents qui déjà, les mamans, promènent leur bébé avec leur téléphone en discussion au lieu de commencer à communiquer avec leur bébé. Voilà, on laissera le mot de la fin à Chantal. Merci beaucoup Merci. Chantal de nous suivre et surtout de nous avoir écrit. Et merci beaucoup à toutes les deux. Besma Maghrebi, avocate au barreau de Paris et de Marseille, d'avoir été là ce matin. Et Paola Arpens, vous êtes co-chef de file de la France Insoumise pour les municipales à Marseille. Merci à toutes les deux Merci d'avoir à vous. participé au Tchatcheurs, Tchatcheuses ce matin. Vous